Bonjour Samuel Henry. Bonjour Pierre Verluit. Nous allons parler d'un sujet majeur, la désinformation. De quoi s'agit-il ? La désinformation, ce terme est désormais le terme qui a remplacé l'expression en quelque sorte, ou la tendance que l'on entendait il y a quelques années au travers de l'expression fake news, qui d'ailleurs paradoxalement a été employée plusieurs centaines de fois lors de la première campagne présidentielle par le président Donald Trump lui-même. Pourtant, les vérifications nous montrent que lui-même n'était pas avare d'une forme de réécriture des faits. Donc, ce qu'on caractérise aujourd'hui comme désinformation, c'est cette réécriture et cette diffusion volontaire de faits qui sont inexacts afin d'influencer notre perception et finalement nos jugements. La cible, c'est nos cerveaux. La cible, c'est d'abord effectivement une cible immatérielle, c'est l'espace de nos croyances, l'espace de nos représentations. Le vecteur, il est, lui, matériel. C'est désormais au travers de nos téléphones portables, tout ce que nous agrégeons comme nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses, notamment au travers des réseaux sociaux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est aussi dans une ère de post-vérité, où finalement, c'est pas grave que ça soit pas vrai du moment que ça me plaît. Oui, un peu. C'est d'ailleurs, l'expression post-vérité a pas mal évolué ces dernières années jusqu'à acquérir finalement cette définition. L'ère de la post-vérité, c'est l'idée que nos opinions comptent finalement bien davantage que nos croyances. Et ça renvoie directement à la phrase d'Hannah Arendt qui expliquait que l'individu parfait de la domination totalitaire n'est pas le capitaliste convaincu ou le communiste convaincu, c'est l'individu pour lequel la distinction entre le vrai et le faux n'importe plus. Samuel Henry, la désinformation est vieille comme le monde, dans une certaine mesure, mais pourquoi prend-elle aujourd'hui une place si décisive ? Elle prend une place décisive parce qu'elle est devenue massive et omniprésente. Avec l'essor des réseaux sociaux, nous vivons ce qu'un officier britannique caractérisait en 1942 comme le rêve du propagandiste. Cet officier qui s'intéressait à la manière d'intoxiquer une population, ou en tout cas de l'influencer, expliquait que pour l'officier de propagande, pour que sa propagande soit efficace, ce qui compte, c'est que le message puisse être auto-entretenu par la cible elle-même et qu'elle se propage le plus rapidement possible. Et on comprend bien qu'en 1942, c'était un vrai défi de larguer un papier, des tracts et de prier pour que le tract soit suffisamment convaincant pour qu'il soit passé de main en main. Et malgré tout, ça prenait quelques jours, quelques semaines. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, plus besoin d'imprimer des tracts, plus besoin de faire voler des avions pour disséminer ces mêmes tracts. Vous créez votre fausse nouvelle avec un peu d'intelligence artificielle, de manière suffisamment convaincante pour qu'il y ait une forme d'effet informationnel. Et finalement, on est entré dans le rêve du propagandiste. Ça, c'est peut-être la première dimension qui explique pourquoi maintenant. Et ça, c'est finalement une nouvelle ère de ce qu'on appelle la guerre cognitive. Auparavant, on tentait simplement d'agir sur le message, en créant un message convaincant. Et maintenant, on dispose de vecteurs. On agit sur des vecteurs qui sont suffisamment massifs pour que la diffusion de fausses nouvelles soit devenue omniprésente et soit finalement un vrai problème aigu pour nos démocraties. Alors pour nos démocraties, est-ce qu'on est à niveau ? Est-ce qu'on a réagi à temps ? Il y a une citation que j'aime beaucoup de Hölderlin qui dit que là où croit le danger, croit aussi ce qui nous sauve. Je pense que nous n'avons peut-être pas réagi à temps, mais que nous sommes en train de prendre la mesure du danger. Nous sommes en train de structurer des organismes de détection qui produisent des rapports, qui exposent les manœuvres de nos adversaires, à l'instar de Viginum dont je reparlerai. Et cette approche que nous sommes en train de construire, et je plaide dans la matière pour une approche peut-être plus intégrée, véritablement d'une entité qui lutte au sens propre contre la désinformation et qui agrège les capacités, plutôt que ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire plusieurs comités qui se réunissent sur le sujet. Mais je pense qu'avec l'approche intégrée qui est en train de se construire, nous progressons. L'enjeu, c'est finalement de sortir de ce que j'appelle le cauchemar de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, dans ses carnets, expliquait qu'il s'agit avant tout de demeurer dans un monde
où on crée du chewing-gum pour les hommes et pas des hommes pour le chewing-gum. Donc en deux mots, un monde où ce sont les hommes qui se créent un environnement propice et non pas où on crée un environnement qui utilise les hommes pour susciter davantage de richesse. Et cette expression de chewing-gum, elle renvoie à un autre terme beaucoup utilisé, qui est celui des cookies. Aujourd'hui, nos comportements sont tracés, sont industrialisés, et finalement, nous sommes la marchandise, puisque nos comportements sont vendus aux démarcheurs publicitaires. Et je pense que l'approche contre la désinformation, elle consiste aussi à faire en sorte qu'on reste dans un monde où on crée du cookie pour les hommes, et pas des hommes pour alimenter les cookies. Dans une conférence, David Colomb, qui enseigne à Sciences Po sur les questions de désinformation, avait dit de mémoire que quelqu'un qui utilise Facebook, qui a cliqué plus de 50 fois « j'aime » ou « j'aime pas », permet à Facebook d'en savoir plus sur lui que son époux ou son épouse. Alors j'aime beaucoup David Colomb, donc je trouve qu'au-delà de cette citation, tout ce qu'il explique et toutes les figures qu'il emploie sont particulièrement pertinentes. Et j'invite à aller découvrir son dernier ouvrage, Les guerres de l'information. Alors, je ne serais bien en peine de répondre sur... il faudrait peut-être que ma conjointe soit là pour qu'elle puisse vous répondre. Et puis que de l'autre côté, à ma gauche, on mette ma conjointe et à ma droite, peut-être un ingénieur cyber qui aurait eu accès à mon comportement les derniers jours. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si on en sait plus, mais on en sait énormément sur la manière ensuite d'influencer quelqu'un, puisqu'on sait quand est-ce qu'il va cliquer. Et finalement, c'est peut-être plus important de savoir à quoi la personne réagit, plutôt que ce qu'elle pense profondément. Puisque si je sais comment vous faire réagir, alors je peux vous manipuler. Et c'est peut-être cela que David Colomb veut expliquer. Samuel Henry, parlons franchement. En matière de désinformation, qui sont nos adversaires? Je rappelle que vous parlez en votre nom propre. Oui, merci de ce rappel. Les adversaires sont d'abord, et de manière assez évidente, les individus qui produisent et qui propagent les faux contenus pour leur intérêt personnel ou pour l'intérêt des entités qu'ils défendent. Donc d'abord, le premier des adversaires, ce sont les producteurs de la désinformation. Je parle à mon nom propre, mais je suis militaire, je sers les armées. Et évidemment, dans les armées, on les appelle nos compétiteurs stratégiques. Et certains de nos compétiteurs, effectivement, n'hésitent pas à tordre les règles d'éthique et à propager massivement de la désinformation. Certains le font quasiment culturellement, à l'instar de la Russie qui, en la matière, bénéficie d'un solide héritage soviétique en matière de ce qu'on appelle mesures actives. Donc cette idée que l'on peut, que sur l'adversaire, il y a des effets directs à apporter et puis il y a des effets indirects, mesures actives pour finalement influencer le cadre de croyance de l'adversaire. Et c'est aussi ce qu'ils appellent contrôle réflexif, c'est-à-dire, c'est intéressant comme terme parce qu'on comprend au travers de cette expression que l'on va influencer de manière assez indirecte, un peu comme une boule de billard. Donc on ne peut pas prévoir exactement le rebond, mais on peut tout de même infléchir la trajectoire de manière assez solide et donner une inflexion. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui avec la situation aux États-Unis, en Russie, par exemple, au moment des premiers pourparlers, premières prises de position du président des États-Unis concernant l'Ukraine, c'était qu'il ressortait stricto sensu le récit, le narratif poussé par la Russie sur le fait que l'Ukraine était agresseur, etc. Et oui, c'est plus que troublant et ça rappelle finalement que les mesures actives, ce contrôle réflexif, c'est une stratégie de long terme, mais pour peu qu'elle soit massive et bien faite, elle paye au niveau stratégique. Ce qui est étonnant, c'est que les États-Unis sont plus à l'initiative d'Internet que la Russie, qui finalement a pris le train en route, et que la Russie, grâce à des élites intellectuelles de haut niveau, indiscutablement, une capacité à gérer la durée aussi, a réussi à retourner l'Internet plutôt à son avantage. Je pense qu'elle a réussi à retourner la manière dont les messages se propagent, effectivement, parce qu'elle sait en tirer parti depuis longtemps dans son histoire, avec le département Alpha du KGB, qui avait strictement pour rôle de propager, de créer des faux, de les diffuser, etc. Je pense qu'il y a un solide héritage en la matière. Puis vous m'interrogiez sur les producteurs, mais au-delà d'eux, il y a effectivement les diffuseurs. Et
ce que je comprends de votre question, c'est effectivement ce paradoxe de se dire, mais finalement, l'Internet est d'abord contrôlé en majeure partie aux États-Unis. C'est quand même surprenant, finalement, qu'on assiste à ce renversement de situation. Aujourd'hui, 70% des jeunes Américains sont sur un réseau social, TikTok, qui est contrôlé par le pouvoir chinois. Et là aussi, on a une forme de paradoxe, mais ce paradoxe souligne finalement la puissance des diffuseurs, la puissance des plateformes des réseaux sociaux. Plateformes qui refusent de plus en plus tout ce qui pourrait les contraindre à maîtriser la diffusion des messages, à la réglementation. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a pris des positions très fermes contre la réglementation en matière de lutte contre la diffusion des informations, ouvrant un boulevard finalement à tous ceux qui utilisent Internet à des fins de désinformation. Oui, et c'est assez inédit. Comme nous vivons une situation inédite avec de nouveaux diffuseurs d'informations, ce n'était pas prévu dans la réglementation américaine, si ma mémoire est bonne, de 1934, sur la régulation des médias. Et donc, pour le moment, les plateformes ne tombent pas sous le coup de cette régulation des médias. Donc ça joue énormément. Elles ne sont pas identifiées comme des éditeurs, alors qu'en fait, à travers leurs algorithmes qui mettent en avant sur des millions de messages, quelques messages, il y a une forme d'éditorial. D'édition et de diffusion d'informations. Exactement. C'est l'auteur Stephen Brill, fondateur de NewsGuard, qui s'intéresse aussi aux effets de la désinformation, qui compare ça à un maçon qui construit un mur en place publique pour que les gens puissent venir s'exprimer. Et lorsque le mur est recouvert d'insultes et de propos diffamants et calomnieux, vient expliquer qu'il est un simple maçon. Pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, la situation donne tort donne tort aux plateformes, au sens où elles propagent de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, et donc elles doivent affronter leurs responsabilités. Et souvent, si elles ne veulent pas lutter contre la désinformation, c'est parce que ça coûte cher et que finalement, l'essentiel pour elles, c'est de faire du profit. Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est une contrainte et ça ne rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est la viralité du propos. Les plateformes ne recherchent pas à diffuser le vrai ou même ce qui plaît. Elles cherchent à diffuser ce qui va vous faire réagir, que ce soit agréable ou non. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. S'appelle Henri, vu de loin, la désinformation, ça semble virtuel, fumeux, insaisissable, complexe. Est-ce qu'il existe une forme de matérialité de la désinformation ? Oui, il existe une forme de matérialité de la désinformation, indéniablement. Il n'est qu'à regarder l'assaut sur le Capitole pour contester la non-élection la défaite de Donald Trump aux élections américaines il y a 4 ans et demi, pour comprendre que parfois, la désinformation se matérialise. Et quand c'est le cas, c'est bien souvent de manière assez violente et assez massive. Donc il y a une matérialité de la désinformation, ce sont finalement les effets de la désinformation qui vont pousser les gens à agir. Et dans ce cadre-là, la désinformation va revêtir des effets matériels. Mais pourtant, le premier domaine dans lequel cette désinformation nous travaille, c'est un domaine intangible, c'est l'espace des croyances, l'espace de nos représentations. Et c'est pour ça aussi peut-être que ça paraît fumeux, ou en tout cas que c'est un domaine pour lequel il est assez facile de mettre la tête dans le sable en se disant qu'il n'y a finalement pas d'effet réel. Pas d'effet réel pour le moment, mais on commence à constater de plus en plus les effets sur nos démocraties, avec plusieurs études qui prouvent que, par exemple, quand vous êtes sur le réseau social X, votre perception, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur l'échiquier politique, en termes d'affinité, votre perception va être faussée par le réseau social. Donc finalement, on est dans un phénomène qui fausse le débat, et qui fausse le débat en permanence, qui va d'abord agir de manière intangible. Et le danger, c'est précisément que ça se matérialise, et souvent, lorsque ça se matérialise, c'est trop tard. Il y a un auteur qui s'appelle Ben Nimmo, qui a construit, pour aider à mieux comprendre un petit peu le danger que peuvent représenter tel ou tel contenu, une échelle de la viralité, on appelle en anglais propagation scale, qui comporte 6 gradients.
Et effectivement, ce qui est intéressant, alors le premier gradient, c'est le contenu n'est pas viral, il se diffuse sur une seule plateforme. Le deuxième gradient, c'est le contenu est viral sur une plateforme ou alors il est diffusé de manière synchrone sur plusieurs plateformes. Le troisième gradient, c'est plusieurs plateformes, et viralité sur plusieurs plateformes. Et le quatrième gradient, c'est là qu'on atteint une matérialité, une forme de matérialité. Le quatrième, c'est reprise dans l'espace médiatique. Le cinquième, c'est reprise par une figure d'autorité ou un influenceur ou une figure institutionnelle. Et le sixième, c'est matérialisation violente dans l'espace public ou réponse politique. Et ce qui est intéressant dans cette échelle, c'est déjà, ça permet tout à fait de comprendre qu'il y a des contenus qui deviennent viraux et d'autres non. C'est autant de lignes qu'on lance, que nos adversaires lancent en matière de désinformation. Et bien sûr, sur la majorité des lignes, ça ne mord pas. Mais parfois, quand ça mord, ça se matérialise. Et c'est dans ce cadre-là, on est sur les gradients 4, 5 et 6, finalement, les situations les plus dangereuses. Samuel Henry, quelles sont les réponses à ces manœuvres de désinformation qui ciblent nos cerveaux, nos cœurs, nos émotions, mais surtout nos sociétés ? Nous vivons en démocratie. Dès lors, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes que l'adversaire lorsqu'il ment, lorsqu'il calomnie, lorsqu'il déforme les faits et qu'il les diffuse de manière coordonnée dans ce que Viginum, l'organe qui est chargé d'observer ces manœuvres, caractérise comme des manœuvres inauthentiques coordonnées. Nous nous interdisons de faire cela et c'est heureux. Ce que nous pouvons faire en retour, c'est détecter ces manœuvres, observer l'espace médiatique et l'espace numérique, détecter ces manœuvres et les exposer. Et en la matière, l'équipe de Viginum, qui est constituée depuis 4 ans, qui compte désormais une 60aine de personnes, est particulièrement performante et diffuse généralement depuis quelques mois un rapport pédagogique, assez clair et synthétique et en même temps très robuste, à peu près une fois par mois. Donc j'engage toutes les auditrices et les auditeurs à aller sur le site du Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, le SGDSN, consulter les rapports Viginum. Dans l'onglet Publications. Dans l'onglet Publications. Celui du mois de mai porte sur une manœuvre informationnelle pilotée par la Russie, qui est baptisée Storm 1516, et qui fait notamment l'inventaire des 77 mensonges et calomnies qui ont été diffusés de manière synchronisée et assez travaillée. Il ne suffit pas de calomnier, il y a tout un système à mettre en place par nos adversaires pour d'abord diffuser un primo-contenu, ensuite le reprendre, le blanchir, l'amplifier. Et donc, à ce titre, je pense que Viginum fait un travail absolument précieux. Donc, le site du SGDSN, Viginum, les rapports, disponibles gratuitement, lisibles assez facilement, c'est documenté, et on cherche à identifier des manœuvres trompeuses, en quelque sorte. Tout à fait. Bien. Et puis, je pense que la réponse, elle vient de nous, puisque nous sommes la cible. Chacune d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi dans un monde, l'ère de la post-vérité dont on a parlé tout à l'heure, nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes des cibles, mais nous pouvons aussi devenir des acteurs, nous pouvons cesser d'être des victimes et devenir des combattants. Et à ce titre, moi, à titre personnel, je crois profondément aux effets bénéfiques de l'éducation aux médias, à la prise de conscience que lorsque nous cliquons, nous nous positionnons et nous votons numériquement. Cliquer, c'est voter. Cliquer, c'est voter, puisque c'est donner notre positionnement et ça permet à celui qui a accès à nos cookies de mieux nous connaître que... Oui. S'il y a une différence, c'est que quand on vote de mémoire, on le fait dans un lieu où on n'est pas visible. Ça s'appelle un bureau de vote. Et un isoloir. Et un isoloir, voilà. Là, finalement, c'est à la fois public, mais surtout, celui qui décompte, c'est qui a voté quoi. Absolument. Et c'est peut-être quelque chose que nous avons tendance à oublier. Et puis, un autre aspect du vote qui est important, c'est que c'est sacralisé. C'est une démarche. Lorsque on ouvre un réseau social le soir pour se détendre après le travail, parfois on n'a pas forcément conscience des implications de cette suite
de micro-votes que nous permettons aux diffuseurs de contenu d'engranger. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience de notre partage de données, et à ce titre, une technique que je vous livre et qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est simplement plutôt que de se demander « suis-je d'accord avec le contenu ?», se demander « qu'attend-on de moi ?» et attendre 7 secondes avant de cliquer. Attendre 7 secondes, ça permet de prendre un peu de recul et justement de se poser cette question « qu'attend-on de moi ?» et prendre un petit peu conscience que je peux être d'accord avec le contenu ou pas d'accord, au contraire, parce qu'il me fait peur, parce qu'il me met en colère, parce qu'il m'indigne. Mais me suis-je demandé si ce contenu est absolument fondé? Vient-il d'une source authentique? Vient-il d'une source qui travaille habituellement de manière sérieuse et qui recoupe les données? Voilà, je pense que chacun, nous devons nous tenir responsables. Et est-ce qu'en tant que citoyen, on peut attendre du législateur qu'il soit un peu plus ferme sur ces questions? Absolument. Je pense qu'en tant que citoyen, nous avons un rôle en tant que consommateurs, mais nous avons aussi des responsabilités envers, je pense, à exiger du législateur peut-être des mesures plus draconiennes envers les plateformes. J'ai dit qu'on vivait dans le cauchemar de Saint-Exupéry, et moi je rêve un petit peu d'un monde dans lequel on prendrait à ceux qui refusent leur responsabilité de diffuseurs de fausses informations, on prendrait à cela pour donner aux diffuseurs de confiance. Typiquement, pourquoi ne pas envisager un cadre qui permette de prendre davantage aux plateformes, de menacer aussi de sanctions plus fermes pour donner ce qu'on aurait pris à ces personnes-là vers des médias labellisés, vers des médias d'État, des médias qui ont l'habitude de recouper l'information, à l'instar des agences de presse ou de ceux qui vraiment font un travail de vérification et de recoupement. France Info, par exemple, qui met ça en avant, en tout cas. France Info, tout à fait, qui le met en avant et qui en tout cas, explique qu'il s'astreigne très souvent à ne pas diffuser dans l'immédiat tant que ce n'est pas recoupé. Et je pense que c'est absolument précieux et cela doit être encouragé, et cela, le législateur peut le permettre. Ça va devenir peut-être de plus en plus difficile quand les États-Unis eux-mêmes désorganisent toute institution qui permettait de lutter contre la désinformation. Oui, notre chance là-dedans, c'est que nous sommes européens, c'est que nous sommes protégés, assez bien protégés par le Digital Service Act. Qu'est-ce que c'est ? Qui gagne à être connu. C'est un cadre réglementaire voté, c'est un cadre réglementaire qui est voté par les instances de l'Union européenne, parce qu'on souligne souvent les défauts ou les contraintes que nous impose l'Union européenne, et on oublie parfois que certaines contraintes qui sont mises en place au niveau européen sont particulièrement bénéfiques. C'est le cas du Digital Service Act qui, en clair, et pour faire très simple, interdit aux réseaux sociaux, pose un cadre d'action pour les réseaux sociaux et leur interdit de nous imposer strictement leurs lois. Je reviens des États-Unis, où j'ai eu le plaisir d'échanger avec différents interlocuteurs sur le sujet, et effectivement, ces interlocuteurs français nous ont expliqué que le Digital Service Act était perçu par les États-Unis comme une contrainte véritablement négative, parce qu'au pays du freedom of speech, ils ont parfois du mal à comprendre qu'on veuille restreindre la liberté pour protéger l'individu. Samuel Henry, finalement, que faire contre la désinformation ? Je pense déjà en prendre conscience, c'est la première étape. Ensuite, agir en conséquence. Je l'ai dit à titre individuel, lorsqu'on surfe, et puis dans la manière dont on se fédère collectivement et dans ce qu'on peut exiger du législateur. La désinformation, elle nous concerne tous. Il y a des professions qui sont plus sensibles que d'autres parce qu'elles ont subi ces effets néfastes, à l'image des personnes qui servent dans le secteur hospitalier, qui au moment du Covid ont été aux premières loges pour constater les effets de la désinformation et des fake news concernant le Covid, dans un monde où on a beaucoup de mal à dire qu'on ne sait pas parfois. Et puis, et c'est également le cas à l'éducation nationale. Donc je pense qu'il y a des domaines en particulier pour lesquels c'est sensible, c'est une question aiguë, et il y a un combat convergent à mener dans lequel chacun détient une pièce du puzzle. On rappellera les travaux de Viginum sur le site du SGDSN. On
précisera aussi sur LinkedIn le contenu de votre compte, Samuel Henry, celui de Chloé de Bièvre, Absolument. également, qui relaie chacun des approches tout à fait intéressantes. Merci infiniment. Un grand merci également à notre réalisateur, Cédric Cobat. Planisphère recevait en son nom propre Samuel Henry, officier de l'armée de terre. Nous vous recommandons de suivre son compte LinkedIn, consacré au décodage de la désinformation, sous son nom, Samuel Henry. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.